Un cours d'anatomie générale qui est consacré à l'appareil respiratoire. Alors l'appareil respiratoire comprend l'ensemble des structures qui permettent la respiration, c'est-à-dire la circulation de l'air entre le milieu extérieur et le fond des alvéoles pulmonaires. Le but de la respiration étant de mettre en contact le sang de la petite circulation avec l'air extérieur dans le but d'absorber de l'oxygène et de rejeter du CO2, du dioxyde de carbone, dans le cadre d'un processus que l'on appelle l'hématose. Sur un plan anatomique, les voies respiratoires, l'appareil respiratoire, peut être divisé en deux parties. Une partie haute, que l'on va trouver au niveau de la tête et du cou, ce sont ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, air digestive, les fonctions alimentaires, voie aérodigestives supérieures. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la partie haute de cet appareil respiratoire, la plupart des voies respiratoires sont communes avec les voies digestives. Et d'ailleurs, il y a certaines conditions pathologiques où des éléments de l'appareil digestif, le bol alimentaire que l'on est censé déglutir et envoyer vers l'estomac, eh bien, peut aboutir dans les voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle des fausses routes alimentaires. Je vais vous expliquer comment ça se produit. Et puis ensuite, au-delà de la région cervicale, et plus précisément au-delà du larynx, eh bien, les voies aériennes inférieures sont essentiellement situées dans le thorax et donc vont comprendre la trachée, les bronches, les poumons et également un moteur de la respiration, le principal moteur de la respiration étant le diaphragme thoraco-abdominal. Nous allons dans un premier temps mettre en place les voies aérodigestives supérieures. Et pour comprendre comment s'organisent ces voies aérodigestives supérieures, nous allons les représenter sur une coupe sagittale, une coupe antéro-postérieure de la tête et du cou, dont l'orientation est crâniale vers le haut du tableau et ventrale sur ma gauche. Et nous allons centrer cette coupe sagittale sur la région de la face et la région antérieure du cou, là où se placent les voies aérodigestives supérieures. Bien sûr, nous allons simplifier grandement cette coupe, puisque vous ne disposez pas de l'ensemble pour le moment des connaissances anatomiques nécessaires à détailler les structures, mais nous pouvons placer des éléments qui sont faciles à identifier. Et tout d'abord, la région du palais, portant les dents maxillaires. Nous représentons ici une incisive centrale maxillaire. Alors évidemment, si la coupe passe strictement au milieu, normalement, si le sujet est bien constitué, il n'y a pas de dents, puisqu'il y a un espace sagittal qui sépare les deux incisives centrales, que ce soit d'ailleurs au maxillaire et à la mandibule, mais nous allons, pour plus de compréhension, placer malgré tout une dent. On peut imaginer qu'on fait une coupe un peu épaisse, comme disent les radiologues quand ils ne savent pas trop interpréter ou se déterminer sur une structure particulière. Nous avons, en regard des dents maxillaires, la mandibule, sectionnée ici au niveau du menton et portant ici une incisive mandibulaire. Au-dessus de la région maxillaire va se placer la cavité nasale, dont nous pouvons placer ici le pourtour latéral, c'est ce qu'on appelle l'orifice piriforme, qui est limité vers le haut par l'os nasal, que nous retrouvons ici dans notre plan de section, et
vers le haut, eh bien, cette région va être séparée de la cavité crânienne par l'étage antérieur de la base du crâne, que je ne vais pas détailler, mais qui est une structure osseuse, squelettique, relativement fine et pouvant être l'objet de fractures dans les traumatismes crânio-faciaux. Vers l'arrière va apparaître, on peut le représenter comme ceci, l'os sphénoïde qui est creusé d'un sinus, une cavité aérique, et qui va porter dans son centre une loge dans laquelle va se placer la glande hypophyse. En dessous de la base du crâne, au-dessus du palais, on va faire un peu plus généreux avec le palais, le faire un tout petit peu plus long, va donc se placer la cavité nasale, que l'on voit ici en vue latérale en réalité, et donc on va pouvoir placer au niveau de sa paroi latérale 3 petits reliefs qui s'appellent les cornets nasaux et qui vont avoir leur importance dans la fonction ventilatoire. Enfin, vers l'arrière, eh bien, la limite postérieure de notre plan de coupe va être représentée par la colonne vertébrale, et colonne vertébrale que l'on va matérialiser par les premières vertèbres cervicales. Ici, la deuxième vertèbre cervicale C2 avec son processus odontoïde venant se placer juste en arrière de la partie antérieure de la première vertèbre cervicale, C1. Puis nous avons la troisième vertèbre cervicale C3, dont le corps se place ici dans le même plan horizontal que le menton, et en dessous de C3, eh bien C4, la quatrième vertèbre cervicale, qui va se placer dans le même plan qu'un petit os, l'os hyoïde, qui se situe à la base ici du plancher oral, que vous pouvez palper sous la peau, et qui va matérialiser la limite entre la région de la face et la région cervicale. Nous allons placer en avant la limite cutanée, avec donc la région nasale, puis la région labiale, avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, la région du menton, le plancher oral, puis la région cervicale. Dans notre plan de coupe, après avoir mis en place des structures osseuses et des structures cutanées, pour avoir donc une orientation, à la partie interne de la coupe va se placer la coupe muqueuse, puisque les cavités de la face sont délimitées par une muqueuse. La muqueuse, tout d'abord nasale, la voici, donc recouvrant le plancher des cavités nasales, la région du nez, recouvrant le toit de la cavité nasale et venant en arrière se prolonger avec la muqueuse du pharynx et plus bas de l'œsophage. Vers le bas, en arrière de la cavité nasale, eh bien, nous allons retrouver une structure musculo-muqueuse qui va participer à délimiter le pharynx de la cavité orale. C'est l'uvule, qu'on appelait autrefois la luette, en continuité avec la muqueuse du palais qui vient ici se fixer au niveau du collet des dents. Vers le bas, eh bien, la muqueuse du plancher oral va être soulevée par une volumineuse masse musculaire recouverte par de la muqueuse, c'est la langue, dont on va pouvoir placer ici la muqueuse qui se place en continuité avec la muqueuse du pharynx, puis vers le bas du larynx, qui va marquer la bifurcation entre les voies aériennes et les voies digestives. Alors, plaçons ici quelques éléments pour rappeler que nous avons ici des structures tissulaires, donc la langue, la région du palais avec les muscles qui arment le palais mou, et puis on va placer par un
effet de volume ici, l'orifice narinaire qui va donc marquer le point d'entrée de la région du nez. Alors, les voies aériennes supérieures, dans des conditions physiologiques, démarrent au niveau de la région du nez. Le nez externe selon la nomenclature, à mettre en relation avec la cavité nasale qui est plus profonde, qui est située dans l'épaisseur du squelette de la face. Le nez se présente sous la forme d'une pyramide cutanéo-cartilagineuse qui est souple et qui, à sa base, est perforée par deux orifices qui sont les orifices narinaires. Et ce sont donc les orifices narinaires qui représentent le point d'entrée des voies aériennes supérieures. Et lorsque vous inspirez, eh bien, le flux aérien, on va le représenter par une flèche bleue, le flux aérien principal eh bien, va traverser l'orifice narinaire et va ensuite se placer au niveau de la partie inférieure de la cavité nasale. Donc, le flux aérien va longer le plancher de la cavité nasale pour quitter ensuite la cavité nasale au niveau de son ouverture postérieure dans le pharynx, l'ouverture postérieure de la cavité nasale dans le pharynx étant la choane, droite et gauche. Une fois traversé la choane, eh bien, le flux aérien va descendre dans le pharynx, qui se trouve donc en arrière des cavités nasales et de la cavité buccale. Le pharynx présentant une partie supérieure que l'on appelle le nasopharynx ou cavum, donc qui est situé en regard des cavités nasales, puis présentant une partie moyenne que l'on appelle l'oropharynx, qui est donc la partie du pharynx qui est située en regard de la cavité buccale, en arrière de la cavité buccale ou orale. Et enfin, ce flux aérien va ensuite vers le bas, se porter vers l'avant et s'engager dans le larynx, qui va marquer la partie distale des voies aériennes supérieures. La région du pharynx qui répond au larynx, donc la partie toute inférieure du pharynx, porte le nom de laryngopharynx et se prolonge vers le bas, en dessous du tableau, donc en regard de la 6e vertèbre cervicale, avec l'œsophage. Donc, voies aériennes supérieures qui vont comprendre l'ouverture par l'orifice narinaire, puis un grand flux, alors entrant et sortant, évidemment, puisqu'on a une inspiration et une expiration, un grand flux qui va suivre donc la partie inférieure de la cavité nasale, qui va donc passer sous le cornet nasal inférieur, qui va ensuite sortir en arrière de la cavité nasale par les choanes. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des prélèvements des écouvillons pour le coronavirus? Levez la main. Vous savez, quand on vous place l'écouvillon, puis à un moment donné, ça pique fort, ben, c'est quand on passe la choane, puisqu'on va dans le cavum pour faire le prélèvement. Donc l'air va donc, une fois avoir passé la choane, se trouver dans le pharynx, d'abord le cavum, ou nasopharynx, puis va descendre dans l'oropharynx, puis vers le bas, va passer en avant, traverser le larynx, où il va pouvoir aller dans la trachée. Alors ça, c'est on va dire, le flux respiratoire principal. Alors cette fonction respiratoire principale dans les voies aériennes supérieures, elle va avoir plusieurs particularités. D'abord, elle va croiser les voies digestives. Normalement, quand on est normalement constitué, on mange par la bouche, et donc après une malaxation alimentaire, le piston lingual va pousser le bol alimentaire dans l'oropharynx, puis dans le laryngopharynx, et le bol alimentaire, lors de la déglutition normale, va passer en arrière dans l'œsophage et ensuite arriver dans l'estomac.
Il y a donc ici un croisement des voies aériennes en bleu et digestives en orange, et c'est pour ça qu'en clinique, on parle très couramment de carrefour aérodigestif, puisque ça se croise. Lors de la déglutition, il existe un phénomène à la fois d'ascension du larynx. D'ailleurs, si vous palpez, le larynx, c'est une structure cartilagineuse que vous palpez à la face antérieure du cou. Si vous avalez un peu de salive, vous allez constater que le larynx remonte. Donc, lors de la déglutition, vous avez une ascension du larynx. Et puis, la partie ici antérieure et supérieure du larynx, que l'on appelle l'épiglotte, forme une espèce de clapet qui, en même temps que le larynx est ascensionné pendant la déglutition, bascule vers l'arrière de façon à venir fermer, au moins partiellement, l'orifice laryngé. Donc le larynx va jouer un rôle de protection des voies aériennes lors de la déglutition, et lorsque ce mécanisme ne fonctionne pas convenablement, eh bien, des éléments alimentaires peuvent s'immiscer dans le larynx et venir donc se placer dans la trachée, provoquant d'ailleurs une réaction d'irritation qui vous fait tousser. On a tous avalé de travers une fois dans notre vie. Donc vous voyez cette réaction qui peut exister. Ces fausses routes alimentaires peuvent être particulièrement gênantes quand elles sont chroniques, puisqu'elles occasionnent des complications infectieuses pulmonaires et dans certaines conditions peuvent nécessiter des procédures d'exclusion du larynx, donc des trachéotomies à demeure, justement pour protéger les voies aériennes de la déglutition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque le flux aérien rentre dans la fosse nasale et passe sous le cornet. Les cornets nasaux supérieurs, moyens et inférieurs sont des volumes qui soulèvent la paroi latérale de la cavité nasale et qui, lorsque le flux aérien va passer, vont créer des turbulences. Et ces turbulences vont faire qu'une petite partie du flux aérien entrant va être projetée vers le sommet de la cavité nasale. Or, au niveau du sommet de la cavité nasale, va se placer la partie sensible de la muqueuse nasale, ce que l'on appelle la tache jaune, qui comprend les récepteurs de l'olfaction, c'est-à-dire de la perception des odeurs. Et donc, la fonction, le sens de l'olfaction est associé et lié au fonctionnement de la respiration. Ce qui provoque les molécules odorifères, les amines aromatiques qui sont présentes dans l'air. La plupart, vous allez les inhaler, vous allez les respirer, mais certaines d'entre elles vont être projetées vers le haut de la fosse nasale, là où se place eh bien, le récepteur de l'olfaction, les récepteurs de l'olfaction. Donc il y a une association entre la respiration et l'olfaction. Un autre sens qui est associé, et ça on en a moins peut-être conscience, un autre sens qui est associé à la respiration, eh bien c'est la gustation. En effet, lorsque vous mangez, les éléments aromatiques des aliments sont mis au contact des papilles gustatives que l'on trouve au niveau de la langue, puisque la langue est un organe à la fois moteur pour la déglutition et sensoriel pour le goût. Mais cette fonction de gustation est également associée à la fonction respiratoire, puisque lorsque vous avalez, la langue, qui est un muscle, va pousser en arrière le bol alimentaire dans le pharynx, puis dans l'œsophage. Et en même temps que la langue pousse le bol alimentaire vers le bas, un peu d'air qui se trouve dans la cavité buccale, chargé donc des amines aromatiques de ce que vous mangez, va, par le biais du piston lingual, être propulsé vers le pharynx et vers les fosses nasales. Ce qui fait que
l'interprétation du goût des aliments va être à la fois le fait des papilles gustatives, mais aussi de cette projection des éléments odorants alimentaires vers le sommet de la cavité nasale. Et donc, la fonction de gustation et la fonction d'olfaction sont des fonctions qui sont extrêmement intimement liées. On l'a tous expérimenté, lorsque vous êtes enrhumé et que vous avez une turgescence des fosses nasales qui fait que vous n'arrivez plus à respirer par le nez et que donc plus aucun élément n'arrive au sommet de la fosse nasale, eh bien, vous n'avez plus le goût des aliments. Enfin, un dernier élément associé, une dernière fonction associée à ces voies aériennes supérieures, va se placer cette fois-ci vers la partie basse. C'est au niveau du larynx. Le larynx est un organe qui, on l'a déjà vu, permet d'abord d'entrer dans les voies aériennes inférieures, il a donc un rôle topographique, mais il permet également, on l'a vu, par un phénomène physiologique qu'on vous expliquera plus tard, ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, on pose des grandes définitions, bien sûr, tous ces éléments vous seront détaillés un peu plus tard. Donc, par un phénomène à la fois d'ascension et puis de bascule de ce clapet constitué par l'épiglotte, va protéger ce qui se trouve en dessous. Mais également, au niveau du larynx, vous avez une zone qui va être rétrécie, je vais la placer juste ici, à la partie inférieure de mon dessin, zone qui va apparaître rétrécie et que l'on appelle la glotte. Ce rétrécissement au niveau de la glotte, dans le larynx, est permis par deux petites bandes muqueuses armées d'un ligament et d'un muscle. Et ces deux petites bandes, eh bien, vous les connaissez, ce sont les cordes vocales ou plis vocaux, plus précisément. Et donc, eh bien, le larynx va être évidemment aussi l'organe de la phonation, c'est-à-dire l'organe qui va permettre d'émettre les sons, plus précisément un son primitif, un son laryngé, dont la modulation au niveau des résonateurs vocaux, c'est-à-dire au niveau des cavités qui sont situées au-dessus du larynx, pharynx, cavité buccale, les fosses nasales, mais les sinus également, eh bien, va permettre l'émission d'une voix articulée et éventuellement d'une voix chantée. Donc, dernière fonction qui est associée aux voies aérodigestives supérieures, fonction bien sûr importante, c'est la fonction de phonation qui est permise donc par le larynx, sachant que d'un point de vue évolutif, le larynx a essentiellement une fonction de clapet et de protection des voies aériennes supérieures, la fonction de phonation, l'émission du son laryngé étant une acquisition plus récente. Voilà, donc voies aérodigestives supérieures qui vont donc constituer la partie la plus haute des voies respiratoires, de l'appareil respiratoire. C'est un chapitre qui vous sera enseigné l'année prochaine avec l'anatomie de la tête et du cou, qui disparaît, comme vous l'avez bien sûr constaté, complètement du programme du PASS. Donc ça, c'est l'anatomie ORL et maxillofaciale. Mais malgré tout, il était intéressant de poser quelques éléments de définition et de vous faire prendre conscience des différentes fonctions importantes d'un point de vue relationnel, social, comportemental, associées aux voies aériennes supérieures. En dessous du niveau du larynx, démarrent les voies aériennes inférieures. Ces voies aériennes inférieures, eh bien, vous allez y trouver la trachée, les bronches, puis la bifurcation des bronches, les poumons et l'appareil moteur de la respiration. Nous allons sur une vue de profil orientée crânialement et ventralement, vue de profil droit du thorax, poser le départ de ces voies aériennes inférieures. Nous allons pour ce faire placer donc de manière schématique la colonne vertébrale
thoracique qui présente une courbure qui est concave vers l'avant, c'est une syphose, avec ici comme élément de repère la vertèbre C3, nous on est dans le thorax, donc pardon, TH3 et la vertèbre TH5, puisque ce seront des éléments de repère topographique. Vers le haut, la colonne cervicale avec une courbure qui est convexe vers l'avant, c'est une lordose, et puis en bas, la colonne lombaire ou lombale qui présente la même courbure que la colonne cervicale. Nous avons vers l'avant, et si l'on imagine la paroi antérieure de la cavité thoracique coupée dans le plan sagittal, le sternum qui présente une partie haute qui est le manubrium, puis un corps, et vers le bas un petit relief qui s'appelle le processus xiphoïde. Le sternum, os médian de la paroi thoracique, qui va donc limiter la cavité thoracique en avant. Et donc entre le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière, et puis les côtes latéralement, est délimitée la cavité thoracique, qui en haut va s'ouvrir dans la région cervicale par l'orifice supérieur du thorax, et qui, vers le bas, va apparaître séparé de la cavité abdominale par le diaphragme thoraco-abdominal, qui est également le principal moteur de la respiration. Notez que j'utilise le terme de diaphragme thoraco-abdominal, car il existe un autre diaphragme qui va, lui, fermer la cavité pelvienne en bas, et qui est le diaphragme pelvien. Voilà. Donc l'appareil respiratoire va se situer dans cet espace qui est l'appareil respiratoire inférieur, qui est la cavité thoracique. En dessous du larynx, la partie initiale des voies aériennes inférieures va être constituée par la trachée. La trachée est un tube cartilagineux et muqueux qui se place dans la continuité du larynx. Elle est constituée d'anneaux cartilagineux qui sont réunis par des ligaments. Et cette trachée va présenter une lumière, la lumière trachéale, livrant passage au flux aérien inspiratoire et expiratoire en dessous du larynx. La trachée est un organe qui, si on replace ici le rebord cutané, la trachée est un organe qui, dans la région cervicale, est superficiel. D'ailleurs, sous le larynx, avec des reliefs qui sont un peu bizarroïdes, sous le larynx et au-dessus de la partie haute du sternum, qu'on appelle l'incisure jugulaire, vous pouvez la palper à travers la peau et des muscles qui la recouvrent en avant. Et donc le fait que la trachée soit un organe superficiel dans la région cervicale rend pratique la possibilité de réaliser, dans des cas particuliers, une trachéotomie qui consiste donc à introduire dans la trachée une canule qui va donc permettre de suppléer à la ventilation en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures ou si une pathologie rend le larynx inefficace et provoque des fausses routes à chaque déglutition. Donc, retenez, la trachée, très superficielle, c'est bien pratique pour la trachéotomie. Plus on va descendre dans le thorax, plus la trachée va devenir profonde, puisque sur cette vue de profil, vous voyez que l'axe de la trachée se porte vers le bas et vers l'arrière. Et donc, si elle est très superficielle à son origine, eh bien, elle va être très profonde à sa terminaison, puisque là où elle se termine, en regard de la cinquième, donc dans le plan horizontal de la cinquième vertèbre thoracique
en arrière, ce qui correspond en avant à l'articulation entre le manubrium et le corps du sternum, ce qu'on appelle l'angle de Louis, puisque chez certains sujets, eh bien, cet angle peut être particulièrement marqué et visible sous la peau de la partie antérieure, de la paroi antérieure du thorax. Regarde TH5, où elle se termine en donnant deux bronches principales droite et gauche. Eh bien, dans sa terminaison, elle est très profonde, elle est centrale, elle est vraiment au milieu du thorax. Bien. Et donc, cette trachée qui va véhiculer le flux inspiratoire et expiratoire et qui va donc l'amener vers les bronches principales et donc dans les poumons, cette trachée va représenter la partie initiale des voies aériennes inférieures. Alors cet organe a, en plus, si vous voulez, de son rôle d'amener l'air vers les poumons, elle a un rôle topographique dans le thorax, car sa présence, et ça sera les cours du professeur Duparc vers la fin du premier semestre, sa présence va permettre de partager la région centrale du thorax où elle se situe, c'est la région du médiastin, en plusieurs zones. Au-dessus de la terminaison de la trachée se place le médiastin supérieur, dans lequel on trouvera des organes comme l'œsophage, les gros vaisseaux qui naissent de l'aorte, la veine cave supérieure, etc., etc. Et sous la bifurcation de la trachée va se placer le médiastin inférieur, lui-même partagé en, si on place ici de façon schématique la masse cardiaque, en un médiastin antérieur qui se situe juste entre le cœur et le sternum, un médiastin moyen qui correspond en réalité au cœur et à ses enveloppes, et puis en arrière, un médiastin postérieur dans lequel se trouvera globalement l'œsophage dans sa partie basse, l'aorte thoracique descendante et le conduit thoracique, pour faire schématique. Tout à fait vers le bas, et dans la continuité du médiastin postérieur, entre le diaphragme et la colonne, se place ici un espace très restreint qui va vraiment globalement mener vers l'orifice aortique du diaphragme. C'est l'espace inframédiastinal postérieur, qui va constituer la partie toute déclive de la cavité thoracique. Donc trachée, organe superficiel à son origine, très profond à sa terminaison, organe qui véhicule l'air inspiré et alors avec le masque c'est terrible, hein, inspiré et expiré, et qui va également avoir un rôle topographique puisque la trachée va permettre de segmenter la région thoracique médiane, le médiastin, et ça c'est intéressant parce qu'en pathologie, quand une tumeur se développe dans un endroit du médiastin, compte tenu des organes qui s'y trouvent, eh bien vous pouvez avoir une orientation diagnostique par rapport à cette tumeur. Si l'on reprend maintenant la trachée sur une vue antérieure, avec une orientation crâniale et gauche, eh bien la trachée va, comme nous l'avons dit, en regard de la 5e vertèbre thoracique, se terminer et va se diviser en deux bronches principales, une bronche principale droite et une bronche principale gauche. La bronche principale gauche va aller vers le poumon gauche, la bronche principale droite va aller vers le poumon droit. D'ailleurs, l'orientation de ces bronches principales n'est pas la même, la bronche principale droite étant habituellement plus verticale que la bronche principale gauche. Ceci expliquant que l'inhalation de corps étrangers
va se traduire par une localisation du corps étranger, typiquement les gamins qui avalent une cacahuète le samedi soir au moment de l'apéritif, hors confinement. Eh bien, le corps étranger se place très souvent à droite. Et ça s'explique par l'anatomie, puisque la bronche principale à droite est souvent plus verticale. Au-delà de la naissance des bronches principales marque donc la terminaison de la trachée. Chaque bronche principale va ensuite se diviser en des bronches lobaires, définissant à droite 3 lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe postérieur, et délimitant à gauche, je ne vais pas le représenter ici, seulement 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, si bien que le poumon droit n'aura donc que 2 lobes, là où le poumon gauche en aura 3. Puis, chaque bronche lobaire va elle-même se diviser pour donner des bronches segmentaires. Alors après, il existe toute une classification de ces bronches segmentaires. Alors ça sera le cours d'anatomie descriptive où ça vous sera détaillé. Et ensuite, eh bien, chaque bronche segmentaire va continuer de se diviser par dichotomie environ une dizaine de fois. Je ne vais pas représenter tous les éléments puisque donnant donc des bronches sous-segmentaires de plus en plus petites, aboutissant à ce que l'on appelle le sac alvéolaire, avec, au-delà de la bronchiole terminale, au niveau duquel se trouveront les alvéoles pulmonaires, où se réalisera le mécanisme d'hématose. L'ensemble de ces éléments va être situé au sein du parenchyme pulmonaire. Et donc je vais vous placer ici simplement de façon très schématique la limite d'un poumon, ici le poumon droit, qui se présente, qui est décrit sous la forme d'un demi-cône à grand axe vertical, reposant sur le diaphragme et présentant donc une face inférieure diaphragmatique, une face médiastinale et une face costale qui est tournée donc vers le grille costal. Vers le haut, la partie haute du poumon constitue ce que l'on appelle l'apex pulmonaire. OK ? Alors, avec les bronches qui vont donc amener l'air et retirer l'air du poumon, avec les bronches vont cheminer des éléments qui vont constituer ce que l'on appelle le pédicule pulmonaire, permettant d'assurer donc la fonction du poumon. Alors ces éléments eh bien, sont d'abord représentés par le tronc pulmonaire qui donc naît du ventricule droit et va apporter de chaque côté le sang désoxygéné vers le poumon. C'est dans le cadre de la petite circulation, bien évidemment. Donc tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire présente une branche de division droite et une branche de division gauche, que l'on va donc appeler l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Et au-delà de cette division du tronc pulmonaire, eh bien, les branches de division ultérieures vont suivre la ramification bronchique. Donc, la branche droite du tronc pulmonaire présentera une bronche lobaire supérieure, moyenne, inférieure, puis des bronches segmentaires, puis sous-segmentaires, etc., jusqu'à aboutir aux alvéoles. Avec cette artérielle d'apport d'un sang désoxygéné, émergent les veines pulmonaires qui sont situées plus bas au niveau du pédicule pulmonaire et qui vont ramener vers le cœur, ramener vers l'atrium gauche, le sang oxygéné qui va pouvoir repartir dans la grande circulation. Avec ces 3 principaux éléments, un élément bronchique, un élément de l'artère pulmonaire et les veines pulmonaires de retour,
s'ajoutent des éléments lymphatiques, puisque le parenchyme pulmonaire est drainé par des éléments lymphatiques, je place ici un lymphoneux, et des éléments nerveux, puisque les poumons et les bronches reçoivent des éléments d'innervation végétative pour notamment le contrôle des muscles qui sont situés au niveau des bronches. Ce sont les muscles qui ont été décrits par Reisseisen, anatomiste strasbourgeois du XIXe siècle, et dont l'hyperactivité est responsable de l'asthme. L'ensemble, donc bronches, artères pulmonaires, veines pulmonaires, lymphatiques et système nerveux végétatif, constituera donc le pédicule pulmonaire qui se place au niveau du hile pulmonaire. Et c'est donc par ce hile pulmonaire que des éléments du médiastin vont pouvoir pénétrer dans le poumon. La finalité de ce système est d'arriver au niveau de la bronchiole terminale et ensuite de l'alvéole, qu'on peut représenter comme ceci, recouverte par des cellules aplaties, recouverte d'une substance visqueuse que l'on appelle le surfactant, alvéole au contact de laquelle arrive une ramification terminale de l'artère pulmonaire qui se place au contact de l'alvéole et au-delà des capillaires pulmonaires se prolonge par la naissance d'une vénule pulmonaire qui vont ensuite se rassembler pour former les veines pulmonaires dans le sens de circulation du sang, d'un sang désoxygéné vers un sang oxygéné, car l'hématose, c'est-à-dire les échanges gazeux au niveau de l'alvéole, concernant l'oxygène qui va pénétrer dans la circulation sanguine et le CO2 qui va s'en extraire, eh bien, se fait au niveau de l'alvéole. OK ? Bien. L'appareil respiratoire, inférieur, se place essentiellement dans la cavité thoracique et va présenter des éléments qui vont permettre de mettre cet appareil en mouvement. Et nous allons pouvoir comprendre ces éléments sur une vue antérieure du thorax, orientée crânialement et à gauche, vue qui ressemble un petit peu à celle qu'on avait faite la dernière fois, la vue antérieure du conduit thoracique, c'est-à-dire une vue antérieure de la cavité thoracique, après avoir retiré le plastron sternocostal en avant, et donc retiré la partie antérieure de la cavité thoracique. Donc la cavité thoracique s'inscrit dans le cadre d'une forme de tonneau qui est rétréci dans sa partie haute au niveau de l'orifice supérieur du thorax et va vers le bas s'évaser pour donner un orifice inférieur du thorax qui est plus large. La section moyenne de cette cage thoracique permet donc de montrer les sections des 10 premières côtes qui apparaissent de forme globalement triangulaire, présentant un sillon inférieur, sillon subcostal, dont on vous expliquera dans les cours d'anatomie topographique l'intérêt, notamment lorsque vous faites des ponctions pleurales. Les deux dernières côtes, la 11e et la 12e côte, ne peuvent pas apparaître dans notre coupe, dans notre plan de coupe frontale, car elles sont plus postérieures, et donc nous allons simplement les ébaucher ici de chaque côté de la partie centrale de la figure, qui va correspondre à l'existence de la colonne thoracique, mais que l'on va recouvrir par les éléments qui vont remplir cette cavité thoracique.
La cavité thoracique apparaît donc limitée au-dessus par l'orifice supérieur du thorax, qui fait communiquer la cavité thoracique avec le cou. Elle apparaît délimitée latéralement par les côtes et elle est délimitée vers le bas par le diaphragme thoraco-abdominal que l'on va placer ici, qui forme une coupole musculaire dans sa partie périphérique et tendineuse dans sa partie centrale. C'est le centre tendineux du diaphragme. Et ce diaphragme, eh bien, on l'aura sectionné ici dans sa partie antérieure. Donc, vous retrouvez ici le plan de coupe. Et ce qui nous permettra de placer au centre de cette représentation ici le tendon central du diaphragme, le centre tendineux du diaphragme, vers lequel les fibres charnues qui constituent les deux coupoles diaphragmatiques, droite et gauche, vont venir converger. Le diaphragme thoraco-abdominal, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, eh bien, va constituer le moteur principal de la respiration. Au-dessus du diaphragme, dans la cavité thoracique, va se placer l'appareil respiratoire, où nous allons pouvoir replacer les éléments vus précédemment, avec donc la trachée, donc oblique vers le bas et vers l'arrière, et que nous allons amener à se terminer en regard de la cinquième vertèbre thoracique, TH5, constituant donc le niveau de la bifurcation trachéale. À droite de la trachée, dans la région centrale du thorax, qui forme le médiastin, va se placer la veine cave supérieure, naissant de la réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche, chaque veine brachiocéphalique naissant elle-même de la réunion de la veine jugulaire interne et de la veine subclavière, drainant respectivement la veine jugulaire interne, le sang de la région de la tête et du cou, et la veine subclavière, le sang du membre supérieur. La veine cave supérieure va venir se terminer en se jetant au pôle supérieur de l'atrium droit que je vous place ici sur une vue antérieure. À côté de l'atrium droit, donc la masse cardiaque se place au-dessus du diaphragme, à côté de l'atrium droit, dont il est d'ailleurs séparé par un sillon, le sillon coronaire, le ventricule droit va se prolonger vers le haut par le tronc pulmonaire que nous pouvons placer ici, qui va donc, ce tronc pulmonaire, présenter une branche gauche qui va venir se porter vers le poumon gauche, et une branche droite qui va aller vers le poumon droit, et qui va être recouverte par, on va la placer tout à l'heure, l'aorte, puis passer derrière la veine cave supérieure pour venir se retrouver ici, vers le hile pulmonaire droit, se plaçant en avant de la bronche principale droite pour pénétrer dans le poumon droit. Enfin, la partie gauche ici du cœur, qui recouvre qui se place au-dessus du diaphragme, eh bien, va être constituée par le ventricule gauche, coiffé par l'auricule gauche, et se prolongeant par l'aorte thoracique, d'abord ascendante, puis venant former sa crosse, qui passe au-dessus de la bronche principale gauche, au-dessus de l'artère pulmonaire droite, et qui se porte ensuite en arrière pour venir se placer dans le médiastin postérieur. Voici l'aorte formant donc sa crosse et donnant naissance à trois branches collatérales, le tronc brachiocéphalique se divisant en artères carotides communes droite et subclavière droite,
satellite des veines précédemment citées, puis donnant une carotide commune gauche et une artère subclavière gauche que nous sectionnons très rapidement après leur naissance, avant que de plonger dans le médiastin postérieur. Derrière la trachée se place l'œsophage que l'on va, pour mémoire, placer ici dans le médiastin postérieur. On ne la retrouvera plus, elle sera complètement masquée. Et donc, reste à placer à présent les poumons. Alors, du côté droit, on a laissé en place le poumon droit, dont le bord antérieur va être écarté vers l'avant, de façon à pouvoir exposer sa face médiale, celle qui est tournée vers le médiastin, formant donc la face médiastinale du poumon, au niveau de laquelle se trouve le hile pulmonaire, au niveau duquel les éléments médiastinaux, bronche principale, artère pulmonaire et les veines pulmonaires qui se situent en dessous, ici, qui vont aller vers l'atrium gauche, pénètrent dans le poumon. Vous avez ensuite, latéralement, la face costale du poumon, qui va donc répondre aux grilles costales, la base du poumon, formant sa face médiastinale, sa face diaphragmatique, reposant sur le diaphragme, et le sommet du poumon, ou apex pulmonaire, qui se projette dans la cavité thoracique en arrière, mais qui, vers l'avant, se projette au niveau de l'anatomie de surface, dans la région cervicale, au niveau du creux supraclaviculaire. Le poumon, situé donc dans sa cavité, dans sa gouttière pulmonaire, qui se situe donc latéralement par rapport au médiastin, va être recouvert par une séreuse. La séreuse du poumon, c'est la plèvre, présentant un feuillet viscéral. Feuillet viscéral, c'est la membrane, c'est comme pour le péritoine, ou d'ailleurs comme pour le péricarde, qui va donc recouvrir le parenchyme pulmonaire, présentant un feuillet pariétal qui recouvre la cavité thoracique. Et ici, eh bien, par exemple, on peut représenter, juste sur la section de coupe, le feuillet pariétal de la plèvre. Et vous voyez que le feuillet pariétal de la plèvre, lui, il recouvre strictement la paroi du thorax, délimitant par rapport au poumon des cul-de-sac pleuraux entre les côtes et le diaphragme. Donc, ce sont des cul-de-sac costaux diaphragmatiques, en avant, en arrière et latéralement. Et ces cul-de-sac costaux diaphragmatiques peuvent être remplis par des liquides. Par exemple, lorsque vous avez une infection de la plèvre, ce que l'on appelle une pleurésie, ou lorsque vous avez du sang dans la cavité pleurale, dans un contexte traumatique par exemple, ce que l'on appelle un hémothorax. Par ailleurs, en cas de plaie thoracique ou de plaie cervicale, de l'air peut se placer entre les deux feuillets de la plèvre, provoquant un décollement du poumon par rapport à la paroi, ce que l'on appelle un pneumothorax. Du côté gauche, nous n'avons ici représenté que le pédicule pulmonaire, puisque le poumon a été totalement retiré, permettant de présenter donc la gouttière pleuropulmonaire totalement évidée de son contenu. Donc cet appareil respiratoire inférieur se place dans le thorax. Il va présenter une partie qui se situe dans le
médiastin, qui correspond donc à la partie centrale du thorax, où se trouvent le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, les bronches principales et l'œsophage, et le conduit thoracique en arrière. De chaque côté se placent les gouttières pleuropulmonaires, où vont donc se placer les poumons, poumon droit, poumon gauche, et donc la communication entre le médiastin et les poumons se fait au niveau des îles pulmonaires, où se place le pédicule pulmonaire décrit précédemment. Le poumon est recouvert par le feuillet viscéral de la plèvre, la paroi thoracique est recouverte par le feuillet pariétal de la plèvre, et ces deux feuillets sont en continuité au niveau du île pulmonaire, formant ce que l'on appelle un méso, qui vous sera décrit dans le cours d'anatomie descriptive du poumon. Je ne le détaille pas aujourd'hui. Cet appareil, mis en place dans la cavité thoracique, va être mu par un appareil moteur qui est représenté par le diaphragme thoraco-abdominal, les côtes, la colonne vertébrale en arrière et qui présente une innervation caractéristique. Le diaphragme forme une coupole musculaire, coupole qui s'insère au niveau de l'orifice inférieur du thorax et qui va bomber dans la cavité thoracique. Lorsque le diaphragme se contracte, quand un muscle se contracte, il se raccourcit. Lorsque le diaphragme se contracte, eh bien, la coupole diaphragmatique va s'abaisser. La contraction du diaphragme, c'est un abaissement de la coupole diaphragmatique. Et lorsque le diaphragme s'abaisse, il va s'appuyer sur les viscères de l'abdomen. Il va s'appuyer sur les viscères abdominaux avec le foie du côté droit, l'estomac et la rate du côté gauche, etc. Et donc, la pression abdominale augmentant, eh bien, cette pression va pousser sur la cage thoracique et va mettre les côtes en mouvement. En effet, en arrière, les côtes s'articulent avec la colonne vertébrale thoracique, au niveau d'articulation costo-vertébrale. Alors, je ne vais pas, bien sûr, là aussi, le détailler, je vais simplement représenter deux vertèbres thoraciques adjacentes ici, donc avec leur corps en avant et leurs arcs costaux en arrière, le disque intervertébral entre les deux, et vous montrer ici une côte qui va venir, avec sa tête, s'articuler au niveau de une ou deux vertèbres thoraciques, et avec son col, venir répondre à un processus transverse d'une vertèbre thoracique. Et donc, cette côte, s'articulant avec la cavité thoracique au niveau d'articulation synoviale, eh bien, elle va avoir une mobilité. En effet, lorsque la pression va augmenter dans la cavité abdominale et lorsque la pression endocavitaire va pousser sur les côtes, eh bien, celles-ci vont pouvoir présenter un mouvement soit d'élévation, soit d'abaissement. Lorsque les côtes s'élèvent par leurs articulations costo-vertébrales, eh bien, c'est en fait toute la cavité thoracique qui va s'étendre. Et d'ailleurs, quand vous inspirez, vous constatez bien que votre cavité thoracique s'élargit. Eh bien, cet élargissement de la cavité thoracique, il est autorisé, il est permis par les côtes qui, en arrière, vont présenter des mouvements de rotation par rapport à la colonne et donc qui vont permettre à la cavité thoracique de s'expandre. Donc la cavité thoracique va augmenter de volume. Lorsque la cavité thoracique augmente de volume, eh bien, la pression qui règne dans la cavité pleurale va s'abaisser. En fait, entre les deux feuillets de la plèvre existe une pression négative qui va être augmentée lorsque le volume thoracique augmente, ce qui va provoquer un appel d'air
vers les poumons. C'est la base de l'inspiration. L'inspiration, la pénétration de l'air dans la trachée et vers les poumons, est permise par une ampliation thoracique liée à l'abaissement du diaphragme et à cette aspiration qui est rendue possible par la pression négative qui règne dans la cavité pleurale. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un pneumothorax parce que de l'air a pénétré dans la cavité pleurale et que les poumons se ratatinent, eh bien, si le pneumothorax est bilatéral et important, vous ne pouvez plus respirer. Le pneumothorax devient donc suffocant. L'expiration est un phénomène tout à fait passif, c'est un retour élastique à la normale. Il existe, à côté du diaphragme thoraco-abdominal, des muscles inspirateurs accessoires, comme par exemple ici les muscles scalènes, dont on peut représenter très schématiquement les éléments, donc scalènes antérieurs et moyens, qui sont tendus entre la colonne vertébrale cervicale et la première côte, et le muscle scalène postérieur qui est tendu entre la colonne cervicale et la deuxième côte. Il existe d'autres muscles respirateurs accessoires, par exemple les muscles intercostaux qui remplissent ici les espaces intercostaux. Ces muscles respirateurs accessoires peuvent être mobilisés lorsqu'il existe des difficultés ventilatoires. Ils se tendent, le patient va faire un bruit respiratoire particulier. C'est ce que l'on appelle un mécanisme de tirage qui accompagne un phénomène de détresse respiratoire. Mais le moteur principal de la respiration reste le diaphragme, qui a une innervation particulière, et j'en terminerai par là. L'innervation du diaphragme thoraco-abdominal est une innervation qui est d'abord motrice, et l'innervation motrice du diaphragme, eh bien, elle vient par les nerfs phréniques, droit, ici, et gauche, que je vais représenter ici. Ces nerfs phréniques, qui représentent l'innervation motrice, ont une origine cervicale. Ils viennent effectivement de la région du plexus cervical, et leur origine, eh bien, c'est le troisième nerf spinal cervical, surtout C4 et un peu C5, le dernier nerf spinal cervical. Pourquoi est-ce que le diaphragme thoraco-abdominal a une innervation qui vient de la région cervicale haute? Eh bien, tout simplement parce que lors de l'embryogénèse, eh bien, le diaphragme se forme dans le cou et va ensuite descendre dans le thorax lorsque se forme l'ébauche cardiaque. D'accord ? Donc, en fait, cette origine cervicale de l'innervation du diaphragme, eh bien, est un vestige de l'embryologie du diaphragme. C'est-à-dire que ça a des applications cliniques parce que dans les traumatismes de la moelle cervicale, hein, vous savez que quand vous avez une blessure médulaire, vous avez une paralysie et une anesthésie de ce qui est en dessous. Hein. Si vous avez une blessure de la moelle thoracique, vous avez une paralysie des deux membres inférieurs, on parle de paraplégie. Si la blessure médulaire est au niveau de la moelle cervicale, eh bien, vous avez les 4 membres qui sont paralysés, c'est ce que l'on appelle une tétraplégie. Mais si la blessure cervicale de la moelle cervicale se situe en dessous du niveau médulaire C4, le patient va garder une autonomie ventilatoire, parce que la commande du diaphragme sera maintenue. Alors que si la blessure se situe au-dessus du niveau C4, dans ce cas-là, le patient tétraplégique sera en plus dépendant d'un respirateur à vie, puisque la commande motrice du diaphragme sera interrompue. Par ailleurs, les 6 derniers nerfs intercostaux, je représente ici 3 de chaque côté pour l'exemple, vont recueillir, eux, la sensibilité profonde, proprioceptive du diaphragme, et ceci dans le cadre de la régulation de la ventilation.
Le contrôle de la respiration est un contrôle qui est tout à fait intéressant parce que, vous l'avez tous et toutes remarqué, vous respirez de façon automatique sans vous en rendre compte. Or, je viens de vous expliquer que la commande motrice du diaphragme, c'était un nerf du système nerveux volontaire qui s'en occupait puisque c'est une branche du plexus cervical. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, si on prend ici une vue haute de la partie basse du système nerveux central avec donc la partie haute de la moelle spinale, la moelle allongée, le pont et le mésencéphale qui représentent donc le tronc cérébral et pour élément de repère ici en arrière, le cervelet. Bien, on va pouvoir donc replacer l'origine du nerf phrénique qui naît du troisième, du quatrième surtout, donc je vais le mettre un petit peu plus gros, comme ça va marquer les esprits, et un petit peu du cinquième, nerf spinal cervical, branche du plexus cervical, nerf phrénique. Le nerf phrénique est un nerf moteur qui, par conséquent, va véhiculer des fibres nerveuses issues donc de motoneurones, ce sont des neurones moteurs qui se situent au niveau des cornes ventrales de la moelle spinale. On vous a fait l'anatomie générale du système nerveux ou pas encore? Donc ça va venir. Mais en gros, vous avez des neurones moteurs dans la moelle qui vont commander le muscle phrénique. Bien. Ces neurones vont être sous la dépendance, leur activité va être modulée par un noyau que l'on trouve un peu plus haut, que l'on trouve au niveau de la moelle allongée, qu'on appelait autrefois le bulbe rachidien. La moelle allongée, c'est la partie la plus basse du tronc cérébral. Ce noyau est constitué de neurones que l'on appelle des neurones pacemakers. Un pacemaker, vous savez, en cardiologie, c'est une pile qui imprime au cœur des impulsions électriques régulières quand celui-ci n'est plus capable de se contracter tout seul et de fonctionner tout seul. Ces neurones pacemakers que l'on trouve au niveau de la moelle allongée sont des neurones en fait qui ont une capacité d'activité de dépolarisation rythmique, automatique, régulière, et ces neurones vont donc eux-mêmes commander les motoneurones qui vont activer la contraction des fibres musculaires du diaphragme. C'est pour ça que vous respirez totalement automatiquement et de manière régulière. D'accord ? Et ce mécanisme va lui-même être modulé par des éléments, puisque on sait que de temps en temps, on va respirer plus vite ou moins vite. Quels sont les éléments qui permettent de contrôler et de moduler cette activité rythmique respiratoire? On a tout d'abord des éléments qui sont d'ordre métabolique, et en particulier la PCO2, donc la concentration sanguine en CO2, et le pH, c'est-à-dire l'état d'équilibre acido-basique du sang, capté par des capteurs périphériques que l'on appelle des chémorécepteurs. Et ces éléments vont avoir une activité qui module ce noyau pacemaker de la moelle allongée. Un autre élément, c'est la proprioception. Et en particulier, ce sont donc des éléments sensitifs captés par les nerfs intercostaux, concernant donc l'état des muscles et des articulations de la cavité thoracique, mais également de l'appareil locomoteur, et qui vont moduler également cette activité du noyau pacemaker. Et là, ça vous explique pourquoi, par exemple, de manière automatique, si vous courez, vous allez utiliser plus d'oxygène, donc vous allez avoir une PCO2 qui va augmenter, un pH qui va diminuer, vous allez augmenter votre rythme respiratoire. Et enfin, vous savez que vous pouvez vous-même, de manière volontaire, moduler votre respiration, puisque ce noyau pacemaker est lui-même contrôlé, est également contrôlé par des structures neurologiques qui sont situées au-dessus du tronc cérébral, c'est le cortex cérébral, c'est la modulation psychique, volontaire, comportementale de la respiration. Voilà donc ce que je souhaitais vous expliquer concernant l'appareil respiratoire.